notre invité ce matin, c'est Jérôme Fourquet. Merci Jérôme Fourquet d'être avec nous. Bonjour, politologue, directeur du département Opinion à l'IFOP et auteur de ce livre, La France d'après. C'est aux éditions du Seuil. Et on va bien sûr longuement en parler. D'abord, on va commencer parce qu'on a envie évidemment d'avoir votre regard. Je le disais en introduction, vous avez étudié de près ces fractures françaises, la sociologie électorale du pays et ce qui se passe dans notre société. Et sur ce qui s'est passé à Crépol, il y a une quinzaine de jours, et ce meurtre du jeune Thomas, lycéen de 16 ans, au cours d'un bal de village. Est-ce que pour vous, c'est un fait divers ou un fait de société ? Alors, c'est un fait divers, mais qui prend une résonance particulière dans ce sens où il présente un certain nombre de caractéristiques emblématiques, d'une part, et d'autre part, dans la mesure où nous sommes face à un phénomène de réitération, c'est-à-dire que des attaques au couteau visant de très jeunes personnes, eh bien, se multiplient dans notre pays. Vous connaissez la différence entre le fait divers et le fait de société, c'est quand il y a plusieurs faits divers, ça devient un fait de société. Donc on est dans cette logique-là, et on voit l'émotion très vive que cette affaire a suscité partout dans le pays. Et 15 jours plus tard, nous commentons encore. Donc il faut prendre toute la mesure du traumatisme qu'a créé cette affaire qui, encore une fois, mêle un certain nombre d'ingrédients emblématiques. Est-ce qu'on est dans l'illustration des deux France côte à côte, voire face à face, dont parlait Gérard Collomb ? Alors, on a quand même ce sentiment-là quand on regarde les choses. On a d'un côté la France de Crépol, la France des villages, la France du rugby, la France de ce jeune garçon dont les parents étaient restaurateurs. Et quelque part, si on reste dans l'univers du rugby, on pourrait se dire que c'est la France de Jean Mich, celle qui avait été mise en scène par Jean Dujardin lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde du rugby. Et de l'autre, on a ces jeunes qui sont venus dans ce bal, qui venaient de la Cité de la Monnaie et qui représentent quelque part cette France des quartiers. Et c'est cette confrontation qui a eu lieu de manière tout à fait dramatique. Éric Dupond-Moretti, pour décrire ces deux France, il accuse le RN d'opposer, je le cite, la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Vous les décrirez comme ça, vous, ces deux France ? Alors c'est pas là, c'est très caricatural et il y a beaucoup de nuances à apporter. D'abord, sur cette France des cités, il faut avoir en tête que la Cité de la Monnaie, c'est 4500 habitants. Et de l'aveu ou de l'avis de la maire de la commune et des services de police, on a quelques dizaines de jeunes, 50, 80, 100, qui sont très profondément engagés dans l'action délinquante, qui causent des troubles, des dégâts et des nuisances considérables, et parfois qui peuvent aller jusqu'au meurtre, mais ce n'est pas tous les habitants de ce quartier. Toute une partie des habitants de ce quartier de la Monnaie sont elles aussi victimes de ces bandes délinquantes. Là où le problème est compliqué, c'est que ces effectifs délinquants se régénèrent progressivement. Vous voyez, si vous faites l'histoire du quartier de la Monnaie, en 2008 puis en 2015, on a eu 2 affaires de voitures volées avec course-poursuite de la police qui se sont soldées par des accidents et le décès de très jeunes conducteurs, 14 et 15 ans, qui portaient les mêmes prénoms, le même type de prénoms que ceux qui sont cités dans l'affaire de Crépol. Et c'était déjà, 2008, c'était déjà il y a 15 ans. Et donc, vous voyez que régulièrement, de nouvelles bandes juvéniles délinquantes apparaissent, se structurent autour du trafic de drogue et causent toute une série de désagréments. Donc attention à l'opposition entre ces deux populations. Il y a des noyaux délinquants qu'il ne faut pas assimiler à l'ensemble de la population locale. Dans votre livre, vous étudiez bien sûr la sociologie électorale, c'est votre spécialité. Est-ce que pour ramener ça à un électorat, vous diriez qu'on est dans une France rurale représentée par le Rassemblement national face à une France des banlieues plutôt représentée par la France insoumise, une sorte de crépolisation contre créolisation ? Alors, là encore, attention aux raccourcis. Quand on regarde les résultats du premier tour à Crépol, certes, Marine Le Pen fait près de 30% des voix, donc nettement au-dessus de sa moyenne nationale, mais c'est 30%. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui ont voté Mélenchon, qui ont voté Macron, qui ont voté Zemmour, etc., etc. Donc il y a une tendance qui est claire, mais qui est loin d'être massive, et donc il y a une grande diversité, y compris électorale, dans ces territoires.
En revanche, effectivement, dans des quartiers comme ceux de la Monnaie, on est plutôt sur un vote Mélenchon à 50 voire 60%. Donc c'est plus typé d'un côté que de l'autre. En fonction de ça, bien évidemment également, chaque figure politique va tenir un discours singulier qui correspond certes à ses convictions, mais qui entend aussi s'ancrer dans une population et parler à certains territoires ou à certains groupes sociologiques. Chacun, quelque part, adopte la grille de lecture de son électorat. On va y revenir sur ces deux électorats puisque vous les avez analysés dans votre livre. Juste pour finir sur cette affaire de Crépol, on a vu dans les jours qui ont suivi des sortes d'expéditions punitives qui ont été menées par des groupuscules d'ultra-droite. Est-ce que cette volonté de représailles, elle reste cantonnée à ce type de mouvement d'ultra-droite ou est-ce que demain, les citoyens lambda vont vouloir se faire justice eux-mêmes? Alors, c'est une grande crainte justifiée des pouvoirs publics, c'est-à-dire que la loi de la République soit abandonnée au profit de celle du talion et que des groupes, au nom de la logique de l'honneur, de la logique de la vengeance, se fassent justice eux-mêmes. Fort heureusement, ce type de comportement est très très marginal en France. On l'a vu quelquefois en Corse, où suite à des affaires, une partie de la population locale est descendue, comme on dit, dans le quartier incriminé pour faire justice soi-même, mais on est en Corse. On a des phénomènes parfois de ce type entre des bandes communautaires, des gitans contre des maghrébins. Par exemple, on a vu l'affaire des Tchétchènes et des maghrébins à Dijon. Mais on est sur des phénomènes qui sont très marginaux. Ce qui s'est passé à Romans, effectivement, vous l'avez dit, c'est une mobilisation de groupuscules d'extrême droite ou d'ultra-droite, 80 à 100 individus, donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus l'énorme mobilisation. Le profil des jeunes qui ont été interpellés montre qu'ils venaient de toute la France, et donc c'est absolument pas une partie de la population de Crépol ou des villages environnants de Romans qui se seraient mobilisés pour aller dans ce quartier. Donc il faut faire la part des choses, ne pas minimiser la gravité de l'initiative de ces groupuscules. La police est interpellée, mais on ne sait pas ce qui se serait passé si la police n'avait pas été là. Et on rappelle que cette mouvance d'ultra-droite, même si elle ne grossit pas en effectif, c'est à peu près 3000 individus, dont la moitié sont fichés S, a présenté un certain nombre de menaces. C'est il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans maintenant, un jeune de cette mouvance-là, Maxime Brunery, qui avait attenté à la vie de Jacques Chirac lors du défilé du 14 juillet, il y a déjà eu ces dernières années des tentatives d'attentats de la part de cette mouvance, mais on est sur quelques milliers d'individus. On n'est pas vers un risque de scénario de guerre civile, tel que l'a pointé Gérald Darmanin. On n'est pas là-dedans. Néanmoins, si, comme on l'a dit fort heureusement, c'est pas la loi du talion qui aujourd'hui est appliquée en France, c'est parce que les citoyens font encore confiance à la République, à sa police et sa justice, et il faut que sur l'affaire de Crépol, eh bien, la justice passe de manière implacable, sans quoi ce risque de débordement pourrait peut-être demain se développer. Quelles conséquences dans les urnes de ce type de fait? Est-ce que c'est forcément une augmentation du vote à Rassemblement national? C'est pas aussi mécanique que cela, et encore une fois, à juste titre, le pays entier a été saisi par ce qui s'était passé à Crépol, mais hélas, ce n'est pas la première fois. Il y a quelque temps, on avait eu aussi une très forte émotion à Bayonne avec un chauffeur de bus, M. Montillot, qui avait été poignardé pour une affaire de masque qui était mal porté pendant la crise sanitaire. On a eu l'affaire de la petite Lola dans l'Est parisien. Et donc, une des thèses que je défends dans le livre, c'est cette notion de bruit de fond. C'est-à-dire l'accumulation de ce type d'affaires, médiatisées ou non, qui petit à petit infuse dans l'opinion. Et donc vous n'avez pas un point de bascule entre un avant et un après Crépol. C'est une espèce de continuum qui se déploie sur maintenant une vingtaine d'années et qui explique, de mon point de vue, en partie, il n'y a pas que ça comme explication, mais que quand Jean-Marie Le Pen était face à Jacques Chirac en 2002, le score de Jean-Marie Le Pen avait été de 18% des voix, et que l'année dernière, sa fille, face à Emmanuel Macron, a fait 41,5% des voix, ce que j'appelle la montée des eaux bleues marines, dont un des carburants est ce type d'affaires, de faits divers qui alimentent ce bruit de fond.
Alors justement, dans votre livre, vous analysez électoralement ces deux France d'aujourd'hui, la France Macron contre la France Le Pen. C'est un peu la France d'en haut contre la France d'en bas? Alors on le voit, c'est en partie ça, on le voit sociologiquement, vote des cadres des professions les plus diplômées, préférentiellement pour Emmanuel Macron, ouvriers employés pour Marine Le Pen. Vous parlez des différences selon le niveau le métier exercé et le niveau de diplôme, rappelant d'ailleurs le niveau de diplôme des cadres du Rassemblement national. Et alors, effectivement, une variable de plus en plus structurante, on le voit nous dans nos études, c'est le niveau de diplôme. Et on constate une certaine homologie entre le profil des cadres du RN, qui sont en moyenne moins diplômés que ceux des autres formations politiques, qui ont fait des études plus courtes et qui, comme ça, sont en espèce d'osmose avec leurs électeurs. Si on poursuit sur France d'en haut, France d'en bas, toujours sociologiquement, on avait posé une question qui était plus celle du métier ou du diplôme, mais qui portait sur le degré de pénibilité du métier. Et on voyait que plus le métier était ressenti comme pénible, plus le vote pour le RN ou la France Insoumise était important, et inversement, moins le vote Emmanuel Macron l'était. Donc on a une France des managers, de ceux qui donnent la direction, donnent les consignes, et il y a une France qui exécute, une France qui applique, voilà, donc c'est un peu caricatural. Et géographiquement, on retrouve le même distinguo avec une France du cœur des métropoles, une France des zones touristiques, qui va voter préférentiellement pour Emmanuel Macron. Que vous appelez la France triple A. Enfin, la France triple A, la France instagrammable, effectivement. Et puis une France des périphéries, une France un peu plus de l'ombre, une France des ronds-points, une France des zones périurbaines, des entrepôts logistiques, une France qui n'a pas vue sur mer, une France des fonds de vallée versus les stations de ski, qui, elle, va plutôt voter pour Marine Le Pen. À chaque fois, disons plutôt voter, c'est-à-dire que c'est des tendances, parce que bien évidemment, c'est jamais massif et totalement homogène, les comportements électoraux. Sur Marine Le Pen, on a vu, évidemment, elle a 88 députés, on a vu sa présence autour d'Emmanuel Macron, comme les autres chefs de parti dans les rencontres de Saint-Denis, c'était Jordan Bardella qui y était, leur présence dans la marche contre l'antisémitisme. Est-ce que la dédiabolisation est complètement achevée aujourd'hui ? Alors, l'institutionnalisation a beaucoup progressé du fait du succès du RN aux législatives, avec ses 88 députés. On a parlé de la stratégie de la cravate pour se respectabiliser. C'est ce qui manquait en partie au RN. Et vous avez tout à fait raison de rappeler un fait qui, pour le coup, est historique. C'est la présence d'une délégation importante du RN dans la fameuse marche contre l'antisémitisme et pour la défense de la République. Et donc là, c'est pour moi un symptôme supplémentaire de l'entrée dans cette France d'après, qui est très différente de cette France d'avant, quand on rappelle le précédent historique, la grande marche contre l'antisémitisme au lendemain de la profanation du cimetière juif de Carpentras, où Jean-Marie Le Pen et le Front National faisaient figure de paria, étaient persona non grata, et plus que cela, la manifestation était explicitement dirigé contre eux. Le slogan, c'était « Le Pen les mots, Carpentras les larmes ». C'était il y a 30 ans. 30 ans plus tard, la fille de Jean-Marie Le Pen a droit de citer dans une manif contre l'antisémitisme et pour la défense de la République. Et ça montre bien comment la tectonique des plaques a évolué en une génération. Sur la France Macron, électoralement, est-ce que le macronisme, c'est aussi le basculement d'un électorat de droite, de l'électorat de droite vers Emmanuel Macron? Alors oui, en grande partie. Là aussi, autre illustration de cette bascule dans une France d'après, nous avons des mouvements électoraux qui sont beaucoup plus brutaux et des électorats qui sont moins figés que par le passé. Le macronisme a surgi en 2017. Emmanuel Macron était réélu en 2022, donc un sacré tour de force. Mais ce tour de force a été obtenu au prix d'une transformation très profonde de la structure de l'électorat macroniste. C'est-à-dire que toute une partie de l'électorat de centre-gauche qui l'avait soutenu précocement en 2017 l'a abandonné. Et ces pertes ont été plus que compensées par l'apport d'un électorat de droite. Ça se voit très clairement, typiquement dans les quartiers ou les arrondissements de l'Ouest parisien, où toute une partie des territoires de droite traditionnels, dans les zones de vignobles ou autres, où on passe d'un vote de droite à un vote Macron, ce qui fait dire qu'on a eu un changement de groupe sanguin du macronisme, ce qui, là encore, est une illustration du fait que tout ça est beaucoup plus fluide, gazeux que par le passé, et que toutes les structures
d'ancrage traditionnel ont quelque part été dynamités. Et justement, dans votre livre, vous parlez, vous avez consacré un chapitre au LR et au PS. Est-ce que le macronisme a acté la fin de ces partis qui sont aujourd'hui ou qui seront réduits aux partis d'élus locaux ? Alors, on verra ce qu'il en sera demain, mais on est un peu quand même dans une situation qu'on pourrait comparer à celle des tours jumelles après les attentats du 11 septembre. C'est Ground Zero, en fait, pour nos téléspectateurs. Rappelons quand même que le score cumulé au premier tour d'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, les deux représentantes des deux grands partis historiques, c'est 6,4% des voix. Jean Lassalle, à lui tout seul, il fait 3% des voix. Éric Zemmour fait 7% des voix. Dans 5700 communes, Anne Hidalgo est sous la barre des 0,5%. Donc il y a eu un dynamitage en règle, un effondrement de ces deux grands partis. Alors, comme souvent, la dislocation de vieilles matrices ne se fait pas d'un seul bloc, ça se fait en étapes, et il reste effectivement un trésor ou un actif, comme on dirait dans le milieu bancaire, tout à fait précieux pour ces partis LR et PS, c'est leur tissu, leur maillage d'élos locaux qui sont encore très très nombreux. Mais leur présence et leur poids sur la scène politique nationale a été très fortement réduite du fait de la montée en puissance de ce bloc central. Nous verrons si, en saison 3, après 2017 et 2022, les choses évoluent. Est-ce que ce n'est pas forcément la fin du clivage droite-gauche pour vous aujourd'hui ? Alors, moi je pense que le clivage gauche-droite continue d'avoir du sens, mais la grande nouveauté, c'est qu'il n'est plus le clivage central autour duquel tout va s'organiser. Et donc les deux partis qui l'incarnaient, eh bien, mécaniquement, sont ravalés, si vous voulez, en deuxième division. À partir du moment où ce n'est plus le clivage qui est de gauche-droite qui est le clivage premier, les partis qui l'incarnaient sont rétrogradés. C'est aujourd'hui un autre clivage qui s'est imposé. Mais est-ce que du coup, ça conduit à l'émergence des extrêmes qui deviennent aujourd'hui les forces d'alternance ? Alors, on voit que ces deux extrêmes se portent plutôt bien. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce que le bloc central va perdurer et survivre au retrait de la scène politique, Constitution oblige, du ciment et de l'architecte de ce bloc central qui est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le macronisme pourrait ne pas survivre à Emmanuel Macron ? Posé comme ça, vous voyez, il y a le gaullisme a survécu quelque temps à Général de Gaulle, mais tout le monde n'est pas de Gaulle. Et donc il faut regarder ce qui va se passer. On voit déjà les écuries personnelles se mettre en place pour revendiquer chacune l'héritage putatif du macronisme. C'est un grand classique. Et donc ces fortes centrifuges, on les voit bien. Il y a néanmoins quelques forces de cohésion de ce bloc central. D'abord, il y a une idéologie partagée autour de la construction européenne. C'est le fil rouge et c'est la colonne vertébrale qui a permis l'agrégation de l'électorat centriste, de l'électorat juppéiste, de l'électorat strauss-kahnien. Ils venaient de la gauche, ils venaient de la droite, mais ils partageaient cet idéal européen et cette nécessité d'un agenda de réforme. Et le deuxième élément qui peut coaguler ces forces, c'est l'inquiétude à la base de cet électorat face à la perspective justement d'une victoire des extrêmes. Et donc il pourrait y avoir une pression de ces électeurs via les sondages, via des primaires, sur les états-majors en leur disant « vous devez vous mettre d'accord et il ne faut qu'une tête, sans quoi nous serons éliminés dès le soir du premier tour. » Alors on va dire un mot de Jean-Luc Mélenchon, vous en parlez, c'est un électorat archipel, c'est ce que vous dites, et vous dites que le facteur religieux joue un rôle important dans ces scores. Selon une enquête IFOP, 69% des personnes de confession musulmane ont voté pour lui en 2022, c'était 37% en 2017. Est-ce que ça peut expliquer ces prises de position dernièrement, notamment sur la guerre en Israël, que ses opposants ont taxé de clientélisme électoral ? Alors, le score de Jean-Luc Mélenchon dans l'électorat musulman est tout à fait spectaculaire. On n'a aucun autre groupe social ou culturel dans l'archipel qui a voté aussi massivement et aussi homogènement pour un candidat. Une fois qu'on a dit ça, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est loin de se réduire uniquement à l'électorat musulman ou à l'électorat des cités. Il est en tête dans toutes les grandes capitales régionales, par exemple à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à Rennes. Et donc on a un électorat de centre-ville. Et dans la jeunesse aussi, c'est ce que vous dites. Notamment celle-là, la jeunesse étudiante et autres. On a aussi un vote Mélenchon qui est important dans ce qui reste ce qu'on appelait le mouvement ouvrier organisé, c'est-à-dire les gens qui sont salariés et qui sont syndiqués
à la CGT, à Force ouvrière, donc on n'est pas du tout ou pas forcément dans un électorat musulman. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants ont constaté les scores très importants qu'ils avaient obtenus dans le 93, qu'ils avaient obtenus à Trappes, plus de 60% des voix, dans l'électorat musulman. Et ils ont aussi constaté la forte abstention dans ces quartiers. Et en bon marxiste, ils ont recyclé, si vous voulez, la thèse de l'armée de réserve qu'il faut aller mobiliser pour conquérir les voix qui ont manqué pour la qualification au deuxième tour. Et c'est, de mon point de vue, ce qui explique les prises de position très singulières de la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien, c'est conforter cette base et aller chercher un nouvel électorat qui est un électorat abstentionniste en lui envoyant des messages particulièrement ciblés. Toute la question est de savoir est-ce que cette stratégie va être payante et est-ce que c'est en s'exprimant de cette façon qu'on va aller chercher des abstentionnistes dans les quartiers. Vous parlez aussi dans ce livre de l'état de la société, notamment de la laïcité à l'école, en rappelant certains chiffres. 29% des enseignants s'auto-censurent dans leur enseignement afin d'éviter les réactions de certains élèves. Un enseignant sur 5 dans le public a été exposé à un élève refusant d'ôter son vêtement religieux. Et vous rappelez l'évolution de la laïcité à l'école depuis l'affaire du voile de Creil. C'était en 89. Vous dites 30 ans plus tard, la politique d'intégration n'a pas produit les résultats escomptés et l'affirmation religieuse et identitaire musulmane a donné lieu à l'émergence au plan vestimentaire d'un Muslim style. Voilà, donc c'est la question de la baya, par exemple. Il n'y a pas que la question, et les camis pour les garçons, il n'y a pas que la question vestimentaire. On nous remonte des difficultés ou des tensions sur le contenu de certains enseignements. On a parlé tout à l'heure du conflit israélo-palestinien, sur comment on enseigne dans certains établissements. Aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, la Shoah, c'est compliqué. Mais ça va au-delà. Alors là, c'est pour le collège et le lycée, dans des niveaux scolaires type primaire. Aujourd'hui, c'est dans certaines écoles le refus de cours de chant, parce qu'il est interdit de chanter. C'est un peu plus anciennement la question des menus alimentaires dans les cantines. Et donc on voit, là aussi, hein, j'essaie de penser comment la société française s'est transformée en profondeur, comment sur 40 ans, on a ce que j'ai appelé une inversion de polarité sur la question de la laïcité. C'est-à-dire qu'en 1984, c'est la grande manifestation pour l'école privée, ou l'enseignement libre, comme disaient ses soutiens, contre le projet d'intégrer l'école privée dans un système unifié d'écoles publiques. 10 ans plus tard, c'est la contre-manifestation contre la loi Fallou, la réforme de la loi Fallou, qui la mobilise le camp laïque de gauche contre des avantages qui seraient donnés ou octroyés à l'école privée. Et donc là, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais on a les derniers feux de ce qu'on a appelé historiquement la guerre des deux écoles, hein, qui nous a occupés du début du XXe, la loi sur la laïcité de 1905, l'école publique obligatoire, etc., etc. Et donc c'est les derniers feux de cette grande histoire-là, où on avait un camp de gauche qui défendait la laïcité intransigeante et un camp de droite adossé à l'école catholique, à l'église catholique, qui défendait la liberté d'enseignement. Entre ces deux dates, 84 et 94, il y a l'affaire de Creil, le foulard de Creil en 1989. Et en fait, comme en tectonique des plaques, il y a une plaque qui est en train de décliner, une autre qui se superpose dessus. C'est l'émergence de l'affirmation identitaire religieuse musulmane à l'école qui va énormément revitaliser la question de la laïcité avec la loi de 2004. Et aujourd'hui, là encore, on a des têtes à queue spectaculaires. En 1984, Jean-Marie Le Pen défile à Versailles dans le cortège défendant l'enseignement privé. Et 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, c'est sa fille qui se drape ou qui se dépeint comme étant la plus ardente défenseuse d'une laïcité à la française dans le service public, mais cette fois, non plus contre l'influence de l'Église catholique, mais d'un islam qui progresse.
C'est ce que vous dites, elle s'érige aujourd'hui en rempart d'une laïcité menacée dans l'enceinte de l'école républicaine par le fondamentalisme islamique. Un mot sur un sujet dont vous parlez aussi, c'est le développement du trafic de stupéfiants, du trafic de drogue dans le pays ces 20 dernières années. Vous donnez ce chiffre, il y a aujourd'hui 4000 points de deal dans le pays qui sont illégaux et 24 000 bureaux de tabac. On est dans un rapport de 1 à 6 entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Quelles conséquences sur la société, le développement de ce trafic de drogue? En quoi c'est un facteur de déstabilisation, comme vous dites? Eh bien, c'est gigantesque parce qu'en fait, c'est 4000 points de deal. Alors, les chiffres varient parce que certains sont démantelés, ils se recréent un peu plus loin, aussitôt ailleurs. Le développement de ce trafic, en fait, s'est métastasé dans tout le territoire national. C'est plus uniquement les quartiers nord de Marseille ou les cités difficiles de la région parisienne ou de la banlieue lyonnaise. C'est partout en France. La moindre sous-préfecture a son quartier sensible avec son point de deal. Le quartier de la Monnaie, à Romans, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, l'activité délinquante que j'évoquais, elle se structure autour du trafic de stupéfiants. Et donc, ça déstabilise des quartiers entiers, ça entretient dans une activité délinquante des milliers d'individus. On estime que 200 000 personnes vivent du trafic de drogue en France. Donc, c'est l'interpro du shit, en fait, eh bien, elle salarie plus de monde que la SNCF en France. Et dans cette... Vous dites qu'il y a plus de points de deal que de McDo en France. Voilà, tout à fait. 1600 restaurants McDonald's. Et donc, cette vénérable maison, le Sénat, a auditionné dans une commission d'enquête cette semaine des responsables policiers qui ont parlé d'un trafic qui était devenu hors de contrôle. Donc non seulement ça déstabilise des quartiers, ça entretient une activité délinquante, mais ça génère des flux financiers colossaux qui ensuite repartent dans des activités de corruption. Un dernier mot, Jérôme Fourquet, puisque vous parlez également de la disparition des services publics. C'était un des carburants des Gilets jaunes, dont on a fêté les 5 ans d'existence en novembre. Est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement peut revenir? Alors, sans doute, l'histoire ne repasse pas les plats, donc sans doute pas sous cette forme-là, mais les ingrédients sont toujours là. Rappelez-vous, quand le mouvement démarre, novembre 2018, le litre de gasoil est à 1,40 €. On est aujourd'hui près des 2 euros. La volonté d'être davantage écouté par cette France invisible est toujours là. Par rapport à 2018, c'est surajouté le retour de l'inflation, notamment sur les produits alimentaires qui ont augmenté de 20% en 2 ans. Et une enquête récente de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès a montré que 40% de nos concitoyens avaient réduit pour des raisons financières la taille des portions alimentaires qui étaient servies à la maison. Donc les ingrédients sont là. Là où les choses ont sans doute un peu changé, c'est que le gouvernement en est conscient de cette situation hautement inflammable, et c'est notamment cette prise de conscience qui, à mon avis, explique le fait qu'après quelques jours de tergiversation, on ait renouvelé sur toute l'année 2024, par exemple, la possibilité d'acheter des produits alimentaires non transformés via les fameux tickets restaurants pour essayer de faire baisser la température et la pression sociale. Merci Jérôme Fourquet. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Pour cet entretien et pour ce livre passionnant pour comprendre la France aujourd'hui. La France d'après, tableau politique, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Jérôme Fourquet. On passe au Club des Territoires.